Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test complet. Aujourd'hui on parlera du Oppo Reno 2, donc un test complet qui, je l'espère, sera pas trop long. Avant de démarrer, vous commencez à vous habituer au son qui est assez bon sur les derniers tests, mais n'ayant pas du tout préparé la partie test complet il y a des choses à mettre en place sur le nouveau logiciel, mais qui merde beaucoup aussi, donc je pense aussi encore changer pour trouver un meilleur logiciel plus stable, et bien ce qui fait que le son sera pas terrible, donc désolé en tout cas pour cette partie. Je sais que il va y avoir pas mal de reverb, et ça va beaucoup résonner, mais voilà, sachez que en tout cas c'est en cours et ça va arriver d'ici peu, mais je sais pas quand exactement, il faut que je travaille dessus. Ce qui fait qu'on peut passer donc au Oppo Reno 2, donc qui est la star de cette petite vidéo, de ce test, et qui complète un peu la gamme, qui vient remplacer les premiers Oppo Reno, mais qui reste en dessous du Oppo Reno 10 x Zoom, qui reste le haut de gamme de la marque à l'heure actuelle. Ce qui est bien, c'est qu'on garde dans les grandes lignes l'ensemble du design. Le chat qui vient de passer rapidement. L'ensemble du design du Oppo Reno 10 x Zoom et Oppo Reno. Donc on a 4 capteurs, donc en gros on a du très grand angle, le principal 48 mégapixels que l'on connaît bien, du x2 ainsi qu'un petit capteur pour le mode portrait, donc à améliorer bien évidemment le détourage. On a un Snapdragon 730G, donc qui est gravé en 8 nanomètres, en gros c'est une version optimisée du 730, qui est un peu mieux en termes de dissipation de chaleur et un petit peu mieux aussi forcément en performance, vu qu'elle est gravée plus finement. Donc c'est surtout ça, on va en parler justement dans la partie de toute façon performance. Ce qui est bien sur ce téléphone, au-delà de ça, on a droit à une prise jack, prise USB-C avec du VOOC 3.0, aussi du 256 Go pour 500 €, ce qui est vraiment pas mal, 8 Go de RAM. On a même droit à un petit port SD, donc c'est-à-dire c'est soit dual SIM, soit SD plus carte SD, donc ce qui est plutôt rare, qui commence à être de plus en plus rare, et surtout que en plus de ça, pour du 256 Go, avoir la partie carte SD, c'est quand même plutôt sympathique. On a bien évidemment l'aile de requin qui est toujours présent, donc la partie, comme vous allez le voir dans le design, pop-up, qui est très particulière et qui est toujours différente chez Oppo par rapport à la concurrence. Un écran AMOLED avec un lecteur d'empreintes sous l'écran, donc ce qui est quelque chose qui devient classique, et après du ColorOS 6 pour faire tourner tout ça, et Android 9, ce qui fait que ColorOS 6 vous l'avez déjà vu avec le 10 x Zoom, et dans l'ensemble c'est un smartphone qui est plutôt sympathique, je trouve. C'est un smartphone qui clairement ça a été un petit coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris vraiment de plaisir par rapport aux autres smartphones à vraiment les utiliser. Ici je l'ai vraiment utilisé comme le mien au jour le jour et j'étais agréablement surpris. Surtout que ça reste un milieu de gamme, entre guillemets j'ai mieux, et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir sur divers points, et jusqu'à ce que je fasse le test, je l'ai vraiment utilisé comme mon principal, et donc je vais vous expliquer dans ce test pourquoi. Ce qui fait qu'au niveau du design, on se retrouve avec ce qu'on connaît, donc le même design que le 10 x Zoom, avec notamment cette petite bille en céramique qui va permettre d'éviter de rayer justement la partie avec les caméras, et d'avoir ce design où tout est au même niveau. C'est-à-dire qu'on a les caméras qui sont sous le verre, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis pas mal de temps, et que je trouve très sympathique. Aussi, nous avons donc ici cette petite particularité en termes de design, avec cette petite partie autour de Oppo qui va s'illuminer et qui est assez jolie. On dirait presque qu'on pourrait faire comme s'il chargeait, mais c'est très joli, ça reste assez discret, ce n'est pas là pour faire non plus un peu trop voyant, c'est vraiment bien fait, c'est très joli et c'est assez agréable. Vous avez ensuite, comme dit précédemment, donc la petite aile de requin, qui est donc le petit pop-up. Alors là où sur le 10 x Zoom, on avait droit à justement ce petit pop-up qui va permettre de cacher le flash de l'appareil photo. Ici ce n'est pas le cas, on est sur quelque chose de moins premium, donc il y avait moins de place dédiée, en tout cas il y avait moins la possibilité de facilement l'intégrer, ce qui fait qu'on va juste avoir ici le capteur photo qui va permettre soit le déverrouillage 2D, soit la partie selfie bien évidemment. Pas de double haut-parleur non plus, ici ce sera juste un haut-parleur pour le téléphone, pour les appels, mais ce sera tout. Ce qui fait qu'ensuite,
Vous avez donc le jack qui est en dessous, le haut-parleur ici, alors un haut-parleur qui d'ailleurs au passage est assez intéressant puisque ici on peut voir qu'il est décalé par rapport au corps, comme s'il était découpé et un petit peu à part, c'est assez étonnant, mais c'est intéressant. Vous avez bien sûr hop, l'USB-C, j'ai du mal, je me reprends. On a le côté full view, donc c'est-à-dire forcément on est sur ce côté où l'écran prend toute la place grâce au côté pop-up, et en plus de ça, c'est bien optimisé en termes d'espace, donc ce qui fait que c'est quand même assez agréable. Quand on peut le voir, hein, on a vraiment toute la place qui est prise, et ce qui fait que on a vraiment cette sensation de borderless, même à 500 €, et ça se met bien au niveau des concurrents de ce point de vue-là, donc aucun problème là-dessus. Vous avez, avant de continuer sur le design, la coque qui est présente, et donc c'est du simili-cuir, et ce qui fait que ça va aller, déjà, parce qu'elle est un petit peu épaisse, ça va aller protéger quand même le téléphone. Ça, c'est une première chose, on sent quand même qu'on est sur une coque qui n'est pas juste là pour faire joli, mais qui va vraiment protéger, même je pense, des coques, des chocs un peu importants. Donc ça, c'est une première chose. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on perd la petite partie ici qui est assez jolie de Oppo, donc c'est un peu dommage de ne pas l'avoir plus ouvert, mais c'est un choix, et donc ce qui fait qu'on a juste la partie appareil photo et la bille qui est présente. Au-delà de ça, dans le design, donc ce que j'aime bien, comme je l'ai dit, c'est le côté très plat, quelque chose qui aujourd'hui se démarque réellement de la concurrence. C'est aussi ce coloris bleu, donc on a ce côté central, on a un petit peu sur les côtés aussi de l'appareil, donc ça c'est aussi une chose sympathique. Hop, on est sur l'appareil photo. C'est aussi une chose sympathique, et ce qui fait qu'on a vraiment un bleu qui est très discret, mélangé à du noir, et ce fait que le coloris est vraiment classe, on a un espèce de bleu avec ce côté très éclairé, ça donne un peu un côté bleu électrique que j'apprécie beaucoup. Donc c'est discret, c'est agréable, ça fait pas trop jeunes, on va dire. Voilà, c'est vraiment sympathique et ça peut plaire à beaucoup de monde, que ce soit les gens qui aiment le côté très coloré, ou ceux qui veulent quelque chose de plus discret. Il y a un petit peu pour tous les goûts. La petite particularité sera qu'on a la petite couleur d'Oppo sur la petite bille en céramique, le pourtour est en vert, ainsi que le bouton Power. Donc ça c'est le petit fun qui est fait pour avoir un coloris un peu différent. En soi, il est bien conçu. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il est en 6.4 pouces. Là, on était en 6.6 pour le x10 zoom. Ce qui permet, et l'un des plus gros problèmes que j'avais pour le x10 zoom, c'était que justement, on avait un écran qui était trop grand. Donc la prise en main était moins bonne et quelque chose de globalement plus épais, ce qui était désagréable et aussi plus lourd. Ici, il est bien équilibré, il n'est pas trop lourd. On est sur du 6.4 qui est globalement bien maîtrisé, avec, pour le coup, comme on peut le voir, assez borderless, ce qui fait qu'il est vraiment agréable en main. Et on se retrouve vraiment avec un smartphone agréable à utiliser dans la vie de tous les jours. La coque aussi est moins épaisse que celle fournie pour le x10 zoom, ce qui fait qu'encore une fois, c'est aussi agréable. La coque n'ajoute pas trop d'épaisseur, surtout pour les côtés, ce qui va permettre aussi d'avoir une sensation agréable à l'utiliser au quotidien, en plus d'être très bien designé, ce qui change de beaucoup de marques qui vont donner une coque beaucoup plus simple, soit qui va cacher le design, là ce qui est un peu le cas, et qui n'a aucune personnalité, ce qui n'est pas le cas ici parce qu'elle est recherchée, soit qui va être transparente, mais elle va jaunir un peu avec le temps, et elle n'est pas forcément très design non plus, donc c'est un peu dommage. Ici il y a un peu de recherche chez Oppo, et c'est quand même assez agréable. Petite parenthèse avant de passer à la suite, dites-moi ce que vous avez pensé du fait de filmer comme ça, est-ce que ça vous plaît ou non? Dites-moi ça, je suis assez intrigué. Pour la partie surcouche, ici on se retrouve avec ColorOS 6, qui est donc la nouvelle version de l'OS. Alors c'est pas quelque chose que je trouve totalement terminé, sur diverses choses, je trouve que ce n'est pas parfait. Par contre, donc, on est donc sur du Android 6, normalement on va avoir des mises à jour tous les 2 ou 3 mois, et donc Android 9, Android 10 devrait pas tarder d'arriver, et ce qui fait que c'est, alors une première chose chez ColorOS, c'est toujours très fluide, c'est toujours très bien optimisé, ça c'est une chose qu'on ne peut pas leur reprocher. Par contre, le problème qu'il y avait avec ColorOS 5, c'était que déjà, il manquait les notifications sur l'appareil. Avec ColorOS 6, on a bien les notifications. On profite du côté Full View que nous n'avions pas parce qu'il y avait les gouttes d'eau. Et je ne comprenais pas pourquoi sur le Oppo Find X, c'était absent. Ici, c'est de retour. Bon, ici, forcément, j'ai pas de notification, mais vous avez bien les notifications qui s'affichent. Par contre, ce qui est étrange, c'est qu'on a une partie de la barre d'état qui est à gauche et une autre qui est à droite. Donc, ce qui fait que c'est un petit peu dommage. C'est que le côté un peu Apple avec les notifications au milieu, on s'y retrouve, mais c'est toujours un peu bizarre, je trouve, en termes de choix. Vous avez donc, comme je l'ai dit, quelque chose de fluide, vous avez un assistant intelligent, bon alors après ça va être juste quelque chose qui est spécifique à Oppo et qui va, bon alors déjà ça a besoin de beaucoup d'autorisation, ce qui est logique, mais qui va gérer, voilà, entre les applications que vous utilisez, le nombre de pas, voilà, l'application photo qui est présente, les contacts, voilà, ce genre de choses.
Ensuite, donc ici vous avez la barre des raccourcis qui clairement n'est pas très proche de ce que propose Android Stock et qui est assez gros. Donc ce qui fait qu'après on aime ou pas, mais après c'est à vous de voir. Bon, il y a quand même des jolies animations, mais c'est un peu particulier, c'est un peu gros, il n'y en a pas forcément assez à l'écran, je pense qu'on pourrait en mettre plus, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus design pour la plupart des gens. L'autre chose qui est assez étrange, c'est là où ce que j'apprécie chez Google, le côté design, c'est que quand on remonte la barre de notification, tout le reste va être accompagné pour ressortir, et ce qui fait que normalement, si on arrive là, tout le reste va sortir en même temps. Ici, ça va s'effacer, ce qui fait que je trouve pas ça du tout design, parce que le fait que ça s'affiche comme ça, c'est assez étrange, et par rapport au côté vraiment recherché, vraiment design, vraiment, oui, tout simplement design, ici ça ne l'est pas, c'est fait vraiment plus simple. Alors, est-ce que la surcouche est finie, ou est-ce que c'est un réel choix de la part d'Oppo? C'est une question que je pose, parce que c'est vraiment étrange en termes de choix. On a aussi beaucoup de paramètres qui sont présents, un peu à la manière de ce que propose justement Xiaomi. Je trouve qu'on a trop de choses affichées. Ça n'est pas pour moi assez bien construit pour avoir quelque chose de simple visuellement et d'aller dans le bon paramètre. Ici, certes, on a tous les paramètres qui sont présents, mais je trouve qu'il y en a trop et que ça fait clairement lourd parce qu'il y en a trop, tout simplement. Ce qui fait qu'ici, on a mise à jour du logiciel. Donc, comme je l'ai dit, le suivi sera normalement à peu près tous les 2 à 3 mois. C'est ce qui est présent. Bon, alors, la fonction, là, c'est en chinois pour l'instant, ce qui est un peu dommage. Par contre, ce qui est bien, c'est que globalement, par rapport à ColorOS 5, ce qu'on peut noter, c'est surtout une amélioration au niveau de la traduction. Parce que le problème, c'est que souvent, les mots étaient coupés par un point, parce qu'il n'y avait pas assez d'espace pour les mettre. Ici, ils ont fait en sorte justement que ce soit bien complet et que ce soit pas coupé. On avait des endroits où c'était vraiment encre, vise et code. Mais c'est vraiment coupé à chaque fois. Ici, c'est vraiment bien complet. Tous les mots sont affichés. À quelques endroits, c'est pas encore parfait, mais globalement, tout est affiché, contrairement à ce qu'il y avait avant. Donc, ce qui fait que c'est déjà plus agréable. On a bien évidemment les gestes. Par défaut, je préfère personnellement les boutons jusqu'à maintenant, mais les gestes vont devenir quelque chose d'important, justement. Et ce qui fait que si je recherche, alors hop, alors le mode scindé aussi, je vais vous montrer ça parce que c'est aussi intéressant. Mais que je retrouve, non, c'est pas là. C'est service intelligent, non, aide commodité. Donc là, on a voilà, c'est aide de commodité. Donc par exemple, ce genre de traduction, alors au moins c'est joliment fait, mais c'est clairement pas français entre guillemets. Alors déjà, on a le bouton Google qu'on peut activer en restant 0,5 secondes sous le bouton Power, c'est quelque chose que je n'utilise pas du tout. Et donc ce qui fait que vous avez différents choix. Soit vous avez le système un peu à ce que proposait OnePlus il y a quelques temps, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les touches de navigation, vous avez les gestes. Donc au centre, vous avez le Home, à gauche, vous avez le retour, à droite aussi, et en fait, soit vous avez le Home, soit l'application récente comme je viens de vous montrer. Donc ça c'est un choix par exemple, et vous avez, ici, si j'y reviens, vous avez le côté un peu plus classique que l'on connaît, donc avec ce côté Home, avec le bouton retour qui se fait lui sur les côtés. Donc ça c'est une chose, vous avez le choix, il faudra voir ce qui est proposé avec Android 10, mais pour l'instant on a ces choix là. Et bien sûr derrière vous avez divers choix, vous avez même le choix un peu de Google avec ce côté qui est proposé. Donc vous avez un peu de tout. Donc tout est proposé, enfin tout est possible, à vous de voir. Donc ce qui fait qu'après globalement je trouve que par rapport à ColorOS 5, c'est une surcouche qui est beaucoup plus agréable à utiliser. Parce que je la trouve plus complète, je la trouve mieux. Voilà, par exemple ici on voit la notification, je la trouve plus complète, je la trouve mieux faite. Elle n'est pas parfaite, mais au quotidien elle fait parfaitement le taf. Et surtout, elle sait très bien au final, elle est appréciable réellement au quotidien. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante. Aussi une chose, si vous restez appuyé sur le bouton, quand vous êtes en bouton virtuel, sur le bouton, donc ici, des applications récentes, vous avez, comme chez Honor, la possibilité de faire apparaître la petite partie double écran pour ceux qui l'utilisent, le multifenêtre. Quelque chose qui est appréciable parce que je trouve que c'est plus pratique à utiliser comme ça, mais à l'ère où les boutons vont disparaître, c'est pas forcément quelque chose qui, pour certains, sera pertinent. Il n'y a pas trop d'applications au passage pour terminer. On a un petit espace de jeu qu'on voit un peu partout pour dire le boost de performance, donc c'est juste vider la RAM, hein, et juste avoir tous les jeux au même endroit. Ça c'est une première chose. On peut bloquer aussi les notifications, ce genre de choses. Donc déjà vous avez ça.
Et ensuite, vous avez donc voilà quelques petites applications que je vous montre rapidement qui permet de voir tout ce qu'il y a dans l'appareil. Il y a toujours Aquamel qui est présent, Aquamel, c'est quelque chose qui a toujours été chez ColorOS, Opera, voilà. Et puis après, vous avez les applications qui sont internes à ce que propose donc Oppo. Après, globalement, voilà, c'est complet, c'est correct, il n'y a pas trop d'applications, ça reste globalement visuellement joli, et il y a encore quelques petites choses à améliorer, mais ça reste globalement plutôt bien réussi, et ça reste par contre une surcouche chinoise, donc après à vous de voir si le design vous plaît ou non. Au niveau de l'écran, donc là on est sur un écran qui est AMOLED et qui donc AMOLED optique en 1080p 6.4 pouces, ce qui fait qu'on est sur un écran qui aujourd'hui est plutôt bien maîtrisé de la part de Oppo. Oppo maîtrise bien les AMOLED en général. Par défaut, j'ai laissé en vif que je trouvais plus agréable, mais vous avez aussi le mode doux que je trouve un peu terne quand même, mais globalement assez propre, assez proche de la réalité, mais je le trouve un poil trop terne à mon goût, de ma perception. Donc ce qui fait qu'après c'est à vous de voir. Je parle un peu bizarrement. Vous avez la gestion ici de la luminosité. Donc au minimum c'est vraiment assez bas, donc c'est agréable. Au maximum vous avez quelque chose qui va être assez puissant, donc ce qui est plutôt bien l'été. J'ai pas eu de soucis. En tout cas le peu de soleil qu'il y a eu ces derniers temps, j'ai pas eu de soucis. Et vous avez la gestion, on peut choisir automatique ou non. Ça, c'est une première chose. Aussi, vous avez la possibilité ici de régler la température des couleurs selon ce que vous préférez, plus chaud ou plus froid. Vous avez aussi la gestion, horloge extinction de l'écran, donc ça c'est autre chose. Non, c'est pas ça, c'est adapter. Alors vous avez adaptation nocturne qui est en gros la gestion dès que vous arrivez à une certaine heure d'avoir ce côté un peu jaune pour que vos yeux n'aient pas trop de lumière bleue. Vous avez même la possibilité de l'avoir en noir et blanc, donc pour ceux qui préfèrent le noir et blanc, donc notamment la lecture. Et là, vous avez la lecture agréable de nuit, donc c'est-à-dire que c'est les couleurs vont être inversées, le blanc devient noir, en tout cas un côté gris, et le texte noir devient blanc. Donc ce qui fait que ça va être aussi plus doux, ce sera plus adapté. Donc après, selon ce que vous voulez. Et vous pouvez planifier des heures. Donc ça, c'est aussi une chose qui peut être automatisée pour certains que ça peut plaire. Je vais y arriver. Vous avez aussi un petit truc qui est présent, que propose aussi d'ailleurs Xiaomi, c'est le soin des yeux sans scintillement à faible luminosité. Ce qui peut arriver avec certains écrans, c'est que ça peut provoquer une faible... ce système peut provoquer une fatigue visuelle, parce qu'il y a un scintillement que l'on remarque pas forcément, mais qui va plus fatiguer les yeux. Donc avec ce système-là, ce sera mieux, mais ça peut créer un bruit supplémentaire, quelque chose d'un peu moins précis sur la qualité de l'écran, mais ça permet de préserver vos yeux, donc n'hésitez pas à les utiliser, c'est bien fait chez Oppo je trouve, et ce qui fait que vous aurez un écran qui est de qualité premièrement, parce que c'est vraiment une jolie dalle, et qui en plus de ça a pas mal de petites options pour faire attention à vos yeux, donc c'est toujours agréable de prendre soin de ses yeux, j'ai envie de dire, on n'en a que deux. Donc là, vous pouvez voir, on est sur la partie sonore. Donc là, je vous ai montré une petite partie. On va faire un autre morceau. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est sur un simple haut-parleur, pas de double comme le x10 Zoom, même si le double était assez plus là de façon marketing qu'autre chose. Le simple haut-parleur est quand même plutôt bon. On a un haut-parleur qui est assez puissant, qui restitue les basses de façon plutôt correcte et qui est globalement un bon rendu, et j'apprécie beaucoup. Ce qui fait que c'est plus performant par exemple que ce que propose un Honor View 20. C'est assez proche de ce que propose le Mi 9T Pro, je trouve, avec une qualité qui est assez agréable. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous avez un jack qui est présent et qui a un AK4376A, quelque chose qui est déjà connu chez Oppo et Vivo. Donc un petit DAC, un petit amplificateur, un petit DAC, je vais arriver,
qui est plutôt performant, qui est dans les milieux de gamme en général chez Vivo, et qui se retrouve ici sur ce petit milieu de gamme Oppo. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui est assez apprécié. Il y a encore un marché, puisque en fait, j'ai parlé d'ailleurs avec le chef de produit d'Oppo. Sur le milieu de gamme, il y a plus de gens qui veulent un jack, alors que sur le gamme, la plupart des gens ont déjà du Bluetooth, ce qui explique pourquoi on n'a plus de jack. C'est que tout simplement, ça a beaucoup moins d'intérêt, vu que tout le monde est déjà au Bluetooth dans le haut de gamme. Mais malheureusement, on ne profite pas de la qualité haut de gamme en général des circuits qui sont présents. Donc il faut se contenter du milieu de gamme pour avoir du jack. Un jack qui est quand même tout à fait correct et que je trouve assez semblable à ce que propose le Mi 9T Pro. Donc c'est tout à fait correct et qui fait que globalement ça se défend bien. Ce que j'apprécie surtout, c'est que mon chat miaule pour rien. Ce que j'apprécie surtout en réalité, c'est qu'on a du Dolby Atmos. Alors là, hop ici. Un Dolby Atmos donc qui peut être adaptatif, donc intelligent selon ce que vous allez utiliser, que ce soit pour les films, etc. Personnellement, je le mets en mode musique et en mode musique équilibrée. Je trouve le rendu du Oppo en mode équilibré vraiment très bon, vraiment très agréable, avec quelque chose qui est assez détaillé, quelque chose qui a une bonne tonalité, sans le Dolby Atmos. Je trouve que, en fait, justement, j'ai l'impression qu'ils ont prévu ça comme si ça devait tourner sous Dolby Atmos, pour avoir le rendu qu'ils veulent. Ils n'ont pas prévu que ça fonctionne sans, ce qui fait que sans, le rendu est assez moyen, et je le trouve pas agréable. J'ai vraiment l'impression que ça a été optimisé avec, en tout cas travaillé avec le Dolby Atmos pour le rendu final, pour que tout simplement les consommateurs apprécient. Et clairement, je l'apprécie. Vous avez même droit normalement à un égaliseur intelligent et vous pouvez bien vous amuser avec. Il est plutôt bon, il est assez agréable et jouer avec pour ces intras, c'est assez cool. Et si vous vous intéressez à tout ce qui est audio avec du filaire, vous avez ma playlist pour ça. Je vous conseille d'y regarder, ça va être sympa. J'ai pas mal de petites choses à vous proposer. Et par exemple, j'en ai plein dans cette petite boîte. Voilà, c'est la petite pub audio de la chaîne. Mais ce qui fait que globalement, j'apprécie utiliser des écouteurs dessus. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça devient un peu rare en ce moment sur les smartphones que j'ai. Mais j'ai apprécié, c'est plutôt du bon matos. Donc là-dessus, vous pouvez y aller sans problème. La seule petite chose, c'est que forcément, on est sur du milieu de gamme. La puissance n'est pas forcément incroyable, ce qui fait que si vous avez des gros casques ou des intras qui sont un petit peu énergivores, ça risque d'être un peu limite. Ce qui est le cas pour moi avec les AudioSense T800. Pour la partie photo, donc on se retrouve ici avec un quadruple capteur. Donc en réalité, il y en a réellement 3 qu'on va utiliser. Et le quatrième qui est ici est tout petit, c'est le 2 mégapixels pour la partie portrait. Donc ça, c'est une première chose. On a le 48 mégapixels en ouverture 1.7 qui va être stabilisé en plus de ça. Le très grand angle ici, très grand angle de 8 mégapixels en ouverture 2.4. Et en ouverture 2.2, on se retrouve avec le 13 mégapixels, donc qui est le téléphoto, donc le zoom x2, qui donc est le troisième capteur. Ce sont des capteurs qui sont assez différents, puisque pour ceux qui veulent la référence, on se retrouve avec le IMX 586. On a à l'avant un 16 mégapixels en ouverture 2.0, qui est donc le IMX 471. Le x2 est un S5 III M5, et le très grand angle est un Sony IMX 319, donc qui est plus dans l'entrée de gamme. Comme je l'ai dit, c'est du mégapixel, donc c'est surtout là pour avoir le rendu très large en termes de photos. Donc ça, c'est une première chose. Enfin, en termes de photos, en termes d'angle, je vais arriver. Et ce qui fait qu'on est sur une application photo qui est plus ou moins bien pensée. Donc ce qui fait que la première chose, on ne peut pas choisir réellement directement sur là où on veut aller. C'est-à-dire que ici, soit on va aller se balader directement, donc pour choisir l'angle, on n'a pas de cran direct, c'est-à-dire on va pas avoir d'à-coup pour arriver au 5, on va arriver à peu près au 5. Sinon, il faut faire en fait 1, 2, 5 et grand angle à la fin. Et le grand angle, vous pouvez l'avoir aussi ici. Vous avez Dazzle Color qui va permettre d'avoir des couleurs un petit peu renforcées, des photos qui peuvent être un petit peu plus sympas. Ça reste léger, c'est pas trop saturé, mais ça peut être quelque chose de sympa. Ce qui fait que ce qui est dommage ici, c'est qu'on n'a pas de choix, on a juste un bouton. Et ce qui aurait été sympa, c'est d'avoir le choix directement des capteurs et ne pas avoir en plus de ça, ce que je trouve absolument pas logique, le grand angle à part. Vous avez le mode vidéo qui est directement accessible. Alors pareil, donc là vous avez le x2, x5 et grand angle. Alors une fois que vous lancez la vidéo, en fait vous allez juste avoir
Ah non, c'est vrai qu'il y avait ça. C'est-à-dire que quand vous lancez la vidéo maintenant, bah pareil. Le truc c'est que soit vous allez devoir vous balader un petit peu avec ce curseur, mais vous n'avez pas la possibilité de changer rapidement de capteur et de choisir entre le très grand angle et le x2 d'un coup. C'est-à-dire que soit il faudra jouer avec la molette pour arriver directement au x2, soit il faudra appuyer plusieurs fois pour arriver au bon endroit, ce que je trouve un peu dommage de ce point de vue-là. Vous avez la petite fonction que tout le monde en ce moment utilise et met dans son smartphone, la fonction en gros super stabilisateur qui va avoir ce côté un petit peu GoPro avec quelque chose qui va permettre d'être très stabilisé. Là vous voyez c'est très doux, vous le verrez normalement vous aurez des petites vidéos par rapport à ça. Par contre il faut bien regarder le rendu, c'est possible justement qu'en fait on ait cette notion un petit peu de flou liée à ça, mais ça va être compensé par une image qui va être très bien cadrée. Vous avez bien évidemment le mode portrait, c'est les 3 modes principaux qui sont présents, ce qui est logique, on a besoin généralement que de ça. Il faut savoir que le mode nuit s'active automatiquement via l'IA, donc ça c'est une première chose, mais on peut toujours l'activer nous-mêmes. Le mode panorama, le mode expert, la photographie par intervalle qu'on va appeler timelapse, qui va être plus parlant, le ralenti, le mode sticker, donc là pour s'amuser avec mettre des stickers sur nous, et Google Lens pour reconnaître certaines choses, ou des textes. Et donc vous avez même ici le mode beauté, donc pour améliorer plus ou moins la beauté de votre visage. Ce qui fait que vous avez ça, vous avez après différents types d'effets. Et pour finir, alors vous avez divers choix, donc le bouton pour appuyer ce que ça va permettre de faire, retourner le selfie. Vous avez le rapport d'image, alors c'est un peu particulier parce que il faudra aller dans le rapport d'image pour pouvoir choisir entre le 12 mégapixels, des 48 mégapixels, ou le mode 48 mégapixels. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de mode dédié, ce qui va permettre notamment d'avoir des photos un peu plus fines globalement, mais si je ne dis pas de bêtises, et ce que j'avais déjà vérifié, par défaut, ça garde bien le 48 mégapixels. Il y avait des moments où ça se désactivait pour je sais plus quelle raison, où je devais peut-être changer de mode, je ne sais plus. Mais ce qui fait que par contre aussi, ça désactive l'HDR, donc vous n'avez plus d'HDR quand vous êtes dans ce mode-là. Globalement, on va pouvoir parler de la partie photo, mais voilà ce qu'il y a à voir pour cette partie-là. Vous avez bien évidemment le petit bouton qui va lever la partie ici aileron de requin pour la partie selfie. Chose qui est un peu dommage, bien évidemment, avec le côté pop-up, ce qui se passe souvent, c'est qu'il va récupérer pas mal de poussière, ce genre de choses, donc il risque d'être assez vite sale, donc il faudra souvent le nettoyer pour prendre avant son selfie. Ça, c'est la petite chose un peu dommage, mais néanmoins, vous profitez du full screen, vous n'avez pas ce système-là, et vous avez des effets, donc pour avoir le côté mode portrait, tout ça, qui est présent. Au niveau des photos, je trouve que justement, Oppo a fait des bons efforts par rapport au x10 zoom où j'apprécie un peu moins. Je trouve que l'algorithme a été amélioré. Ce qu'on peut remarquer, c'est un mode nuit qui est très efficace, l'ayant notamment comparé avec le Honor View 20 que je connais bien aujourd'hui, qui a un mode nuit qui est plutôt pas mal. Ici on a sur quelque chose qui est vraiment mieux maîtrisé, on a quelque chose de plus clair et plus fin, ce qui est généralement un peu un problème sur les modes nuit de certains acteurs, notamment de Honor, ça manque un peu de cette finesse. Sur les photos en elles-mêmes, ce que j'apprécie aussi, c'est que globalement, il y a une colorimétrie qui est assez bonne entre les 3 capteurs, notamment entre le principal et le x2 qui est vraiment bon, mais pour le grand angle, alors notamment quand la lumière va un petit peu partir, quand ça va commencer à être un petit peu plus limité en termes de lumière, tout simplement, le capteur va avoir plus de mal à avoir les mêmes couleurs. Donc c'est toujours ça, quand on a des capteurs un peu différents, on peut se retrouver avec ce type de choses. Ici, comme c'est un capteur un peu plus entrée de gamme, il a dû être un petit peu plus difficile à maîtriser, surtout en ouverture 2.4. Mais globalement, il se débrouille bien, et en plein jour, on a quelque chose qui est assez cohérent. C'est légèrement différent quand même, on voit quand même une petite différence. Il y a un travail bien meilleur qui est fait entre le principal et le x2. Donc c'est un petit peu là, mais globalement je trouve que par rapport à d'autres capteurs, la différence se sent moins. En plus de ça, pour un téléphone à 500 €, ça se gère mieux. Et par exemple, ça se gère mieux que le Honor 20 Pro de ce point de vue-là, qui pour le coup, la différence de colorimétrie est beaucoup plus importante. Ça, c'est une première chose. Aussi, on a quelque chose qui est vraiment bien détaillé, et au-delà de ça, dans la colorimétrie entre les capteurs, j'apprécie beaucoup parce que globalement, ça respecte bien les couleurs que l'on voit visuellement devant nous. Donc c'est aussi une chose qui, par exemple, Honor a tendance à plus aller sur quelque chose de plus blanc, de le plus neutre possible, c'est-à-dire que ça ne va pas rendre par rapport à l'ambiance qu'il y a, ou par exemple Xiaomi, eux, vont plus aller chercher quelque chose d'un peu plus chaud. Ici, je trouve que ça respecte globalement assez bien les couleurs, et qu'on a quelque chose qui, par rapport à la réalité, on voit la même chose, les couleurs sont très très proches, et ce fait que c'est très agréable de prendre des photos avec, parce que
De un, c'est plutôt bien détaillé, et ça c'est une chose qui a été un petit peu améliorée par rapport au 10 x zoom, je trouve. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que voilà, on a les couleurs qui sont bien respectées, on a une dynamique qui est plutôt bonne, on a une meilleure dynamique que ce que peut proposer Xiaomi par exemple, un peu moins bonne que celle que propose Honor, mais globalement c'est plus cohérent et visuellement plus agréable à regarder, parce que c'est cohérent avec la réalité que je vois en tout cas personnellement. Donc c'est aussi une chose appréciable, et ce qui fait que globalement déjà ça va permettre d'apprécier les photos que l'on fait. C'est vraiment agréable parce que voilà, on a la même chose que ce qu'on voit devant nous, et c'est ça qui est un petit peu chiant pour moi avec l'Honor View 20, c'est qu'on a des photos un peu froides, et ce qui fait que parfois j'aimerais bien qu'elles soient un peu plus chaudes, donc je les retouche. Ici j'ai moins besoin de les retoucher et c'est assez agréable. Une autre chose, c'est le mode portrait. Le mode portrait qui est assez efficace, puisque pour l'avoir testé lors du salon Audio Vidéo Show, on se retrouve avec quelque chose qui est assez précis pour le coup. Que ce soit au niveau des cheveux, que ce soit quand il y a autre chose, par exemple un casque, globalement le mode portrait est assez fin. Il voit assez bien la différence entre le fond, les cheveux, etc. Il aura tendance quand même parfois à bouffer des cheveux, mais globalement il les respecte plutôt bien et je l'ai trouvé vraiment efficace. Surtout pour, encore une fois, un smartphone milieu de gamme avec une puce, le Snapdragon 730G, c'est pas ce qu'il y a de plus performant, notamment sur la partie photo, par rapport à un 855, donc le traitement est un peu plus lent ou un peu moins bon. Ici, c'est bien maîtrisé, l'algorithme qu'a fait Oppo est vraiment bon, ce qui fait que c'est aussi agréable. Donc les modes portrait vont être vraiment agréables, visuellement, déjà au niveau des couleurs ça va être très joli, même si je trouve qu'ils contrastent un petit peu plus que la réalité, mais c'est ce qui fait un petit peu l'effet photo un peu waouh, que certains aiment bien, notamment aussi chez les pixels, et les couleurs sont vraiment belles, et le détourage est vraiment bon. J'ai pas eu de réel gros problème d'ailleurs sur le détourage, sur les différents portraits que j'ai fait avec ce téléphone, donc c'est aussi agréable, puisque voilà, si vous voulez prendre quelqu'un en photo, ça va être réussi, pour 500 €. Si je dois comparer, j'ai aussi le Honor 20 Pro qui fait d'excellents modes portrait. Ici, ça se vaut plus ou moins avec un x2 qui va être forcément un peu moins performant que ce que propose Honor, parce que là c'est un x3 aussi sur le Honor, mais c'est bien naturel, c'est bien géré, et il se défend vraiment bien mieux que ce que j'aurais cru en tout cas. Pour la partie vidéo, ça se défend plutôt bien. Après, je vous avoue que c'est pas quelque chose que je regarde, donc ce qui fait que je vous conseille plutôt de regarder l'album ou l'extrait que je vais mettre, si j'oublie pas de le faire, ou l'extrait que je vais vous mettre ici pour que vous voyez un petit peu comment il stabilise. Mais en tout cas, globalement, en photo, j'ai vraiment apprécié l'utiliser. Je l'ai beaucoup utilisé sur le salon de vidéo show. Je l'ai utilisé pour quelques portraits, etc. Et c'était vraiment agréable. Même le mode nuit, d'ailleurs, le mode nuit est plutôt efficace. Il y a même un mode super mode nuit quand vraiment la luminosité est vraiment basse, où là, il va aller augmenter un peu plus les ISO et il arrive à récupérer quelque chose de plutôt clair. Donc si vous aimez ça, c'est quelque chose d'appréciable. Ce que j'apprécie d'ailleurs sur ce mode nuit, c'est qu'il a tendance à mieux rendre l'ambiance que d'autres téléphones en mode nuit. J'avais testé avec le Xiaomi et j'avais testé avec l'Honor, et je trouve qu'il rend mieux au niveau de l'ambiance que les autres smartphones. C'est un petit peu plus sombre, mais je trouve que le côté de la température des couleurs, globalement la scène dans l'ensemble est un peu mieux respectée que les autres modes nuit que j'ai testés. Donc aussi quelque chose qui a été amélioré, qui est agréable. Ce fait que c'est un bon photophone, on peut le dire. Au niveau de l'autonomie, on est donc sur une batterie de 4000 mAh avec du VOOC 3.0. Donc le VOOC, ça va différent du Super VOOC que l'on connaît dans le Oppo Find X RX17 Pro ou encore donc le 10 x zoom. Ici, on est juste sur de la VOOC 3.0. En soi, c'est une amélioration d'environ 25% par rapport à la VOOC 2.0 et va permettre de charger l'appareil en à peu près 80 minutes. C'est moins bien que les fameuses 35 minutes du Oppo RX17 Pro, que j'étais assez fan, mais ils ont préféré garder ça pour le côté un peu plus premium. Donc la gamme RX Pro, alors est-ce que ça continuera l'année prochaine? On verra ça, puisque maintenant on est sur la gamme Reno, et donc le plus haut de gamme, ce qui est logique, on est sur le plus cher. Sachant que c'est une technologie qui est assez dingue en soi. Ici on est sur déjà quelque chose de pas mal, donc on est sur environ 1h20, ce qui est déjà plutôt efficace, hein. On est déjà sur quelque chose de bien, et donc on est sur du 25 watts à peu près. La chose intéressante, c'est que en fait on est sur du 5 ampères 5 volts, et ce qui va permettre d'avoir une chauffe qui reste relativement bien maîtrisée par rapport à d'autres qui vont beaucoup plus chauffer. Au niveau de l'autonomie en elle-même, on va être aux alentours des 7-8 heures écran allumé, donc dans la bonne moyenne. C'est ce que je faisais aussi avec le Xiaomi Mi 9T.
Donc on s'y retrouve avec le côté AMOLED, on avait à peu près le même processeur, ici on était sur le 710 sur le Mi 9T, donc un petit peu différent, et ce qui fait que c'est tout à fait correct. Donc pour ceux qui veulent une bonne autonomie, on va être dans la bonne moyenne. Ça reste moins, comme je dis à chaque fois, moins que ce que propose un Honor View 20 ou encore donc un Honor 20 Pro, mais on va avoir l'équivalent sur pas mal de smartphones dont la moyenne est aux alentours donc de ces 7-8 heures. Donc les Mi 9T, Mi 9T Pro, on a aussi le Honor 20 tout court, la plupart des Samsung sont aussi en 4000 dans ces eaux-là. La plupart des smartphones en fait sont dans ces eaux-là quand ils ont 4000 mAh, donc ça reste quand même pas mal, c'est bien maîtrisé, donc pour ceux qui veulent une autonomie de tablette, vous serez comblé. Donc sur la partie benchmark, on est sur un Snapdragon 730G gravé en 8 nanomètres et donc octo-cœur. On a 6 cœurs basse performance et 2 cœurs haute performance. Donc des cœurs Cryo bien évidemment, et ce qui fait que voilà, on est sur du 1,8 et 2,2 GHz. On a des performances qui s'approchent notamment de ce qui est proposé par PC, donc on est voilà 8 Go, etc. On est ce qui est globalement proposé par un Snapdragon 835 à peu près. Donc on est sur du 2545 points et 7000 de multiscore, ce qui est plutôt pas mal du tout. Donc on est bien évidemment loin, et là on est sur un Nubia, on s'en fout en soi, mais loin d'un 855 qui est plus à 3500 et 11200. Néanmoins, la différence au quotidien, à l'heure actuelle, et même d'ici 2 ans, ne sera pas énorme en soi. Sur les applications, vous avez quelque chose qui reste tout à fait correct. Si l'on va chercher, on se retrouve sur CPU Throttle Test qui permet de voir justement les performances. Donc ce qui fait qu'on est sur du 142 Go IPS, donc ce qui est plutôt pas mal. Et il ne perd que, donc ici, il descend plus bas à 125. Et il ne perd que 7% de ses performances, ce qui est plutôt pas mal. On est sur du 8 nanomètres, on a le côté optimisé. Ce qui est bien, c'est qu'il le perd que pendant un certain temps, sur les 15 minutes. Il le perd pendant à peu près 2 minutes. Et après, il revient à 100%. Donc une réelle maîtrise. Donc là, pour le coup, il y a vraiment une vraie maîtrise du Snapdragon 730G. Donc c'est une bonne chose pour le côté déjà CPU qui est bien optimisé. J'ai déjà vu plus linéaire, mais ici on commence quand même à gagner en puissance et ça reste quand même globalement assez linéaire. À 7%, on est vraiment sur quelque chose de bien maîtrisé. Au niveau des performances GPU, donc on se retrouve sur GFX Bench avec le test Battery Lifetime, donc qui permet de tester Manhattan 3.1 sur 30 minutes, et ce qui fait qu'on est sur un Adreno 618 en version optimisée avec la version G, et donc en 1080p, ce qui fait que on perd, donc là on passe de 42 à environ 32%, donc on ne perd que 10% une demi-heure, ce qui est plutôt pas mal de ce point de vue-là. Et au niveau des performances, on perd que en fait 70 frames, même si on voit quelque chose qui descend beaucoup, en réalité il perd assez peu, et on reste toujours sur la tranche des 1600, donc on a 1600 et il descend à 1500 au plus bas, mais pendant juste environ 2-3 minutes, sur une session en tout cas, pour se refroidir un petit peu, donc il y a une réelle maîtrise aussi de ce point de vue-là. On est un petit peu mieux que le Snapdragon 730G qui était plus aux alentours des 1400, donc on est sur quelque chose qui est un petit peu plus performant, donc quelques pourcents plus performant, ce qui va permettre notamment, et on va le voir juste après, qu'en jeu, on va pouvoir y jouer sans problème. Alors on va faire un petit peu de Call of Duty, cette fois-ci je vais changer un petit peu d'angle de vue pour que justement vous voyez peut-être mieux et que même pour moi ce soit plus pratique. Ça va permettre vraiment de voir ce que ça donne. Donc là ce qui fait qu'au niveau des graphismes, juste pour préciser, je suis au maximum. Donc là vous pouvez voir tout est mis au maximum, donc ce qui fait que vous aurez la gestion du jeu en direct. Alors, déjà pour en parler un petit peu, puisque c'est surtout à Call of Duty que j'ai joué dessus et qui aujourd'hui est le jeu le plus hype du moment, ce qui est totalement compréhensible, et ce qui fait que donc on est sur du 60 fps, ça se ressent, on est sur quelque chose de vraiment fluide, ça c'est déjà une première chose, mais aussi on a très peu, ça arrive par rapport au 855 qui est plus performant, ça arrive qu'il y ait quelques baisses de framerate, donc un petit peu comme ce qu'on a vu sur GFX Bench, avec un petit moment où il va être un peu moins performant, on va sentir qu'il baisse un petit peu plus, on va dire à 30 fps, ça se ressent un peu, mais c'est juste pendant 2-3 secondes et globalement, ils sont les gens, et globalement on est sur quelque chose qui est bien maîtrisé, donc ça c'est quelque chose qui est agréable. C'est quelque chose qui est agréable puisque... Oula, ils sont invincibles. Puisque en fait on va avoir une expérience assez premium en soi et
Et le coup, le côté Snapdragon 730G, comme il a un petit peu plus de performance côté CPU et que donc il est gravé en 8 nanomètres, donc il va chauffer assez peu, on est sur quelque chose qui va être globalement bien sur les derniers jeux et qui ne va pas montrer de signes de faiblesse réellement excessive par rapport à d'autres. J'ai trouvé le Honor View 20 qui lui a à peu près les mêmes performances sur GFX, un peu mieux puisque je n'ai pas senti de problème de framerate en étant au maximum, donc ça reste quand même un peu moins bon que des processeurs haut de gamme et pour le coup des puces graphiques un petit peu mieux, un petit peu plus premium forcément, mais ça reste très bien et on va vraiment pas se sentir lésé par rapport plus à un 660 ou même un 710 qui va être plus limité en termes graphiques et qui va clairement montrer des faiblesses, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir une expérience très fluide au maximum ou alors avec beaucoup de chutes diverses et variées. Ici ça reste, et j'ai pris je ne sais quoi, ici ça reste mieux, donc ce qui fait que c'est quand même agréable. Donc d'accord, donc c'est une mine. Donc ce qui fait que la performance graphique est excellente, et donc si vous voulez jouer à Call of Duty ou d'autres jeux premium type PUBG, vous aurez sans problème la possibilité d'y jouer. Et je pense que personne n'a rien vu. Alors au final, que dire de ce petit Oppo Reno 2? Est-ce qu'il est vraiment bon? Clairement oui, c'est un téléphone qui est vraiment réussi et qui, parmi tous les téléphones Oppo que j'ai eu, est clairement l'un des plus sympas. J'ai pris à peu près autant de plaisir que ce que m'a procuré l'Oppo Fan X, pour des raisons différentes, mais je trouve que pour 500 €, il propose une expérience qui est vraiment complète. On a le jack, l'ASD déjà pour ceux qui recherchent ça, on a de la charge rapide, le Snapdragon 730G est largement assez performant pour tout faire tourner, et je vous l'ai montré juste à l'instant, donc ce qui fait que même pour la partie gaming, vous ne serez pas déçus, sans que pour autant, en plus de ça, ça vous brûle les mains. Vous avez le côté pop-up avec le full screen, avec en plus de ça le lecteur d'empreintes sous l'écran, qui est plutôt fiable, donc ça c'est aussi une chose qui est à noter, et un design qui est vraiment réussi. Oppo a clairement mis le maximum dans cette gamme Reno, dans cette gamme Reno 2, pour que, globalement, pour 500 €, on ait un smartphone complet. En plus de ça, on a du 8 Go, 256 Go de stockage, donc la limite ne devrait pas se faire du tout. Et clairement, face à la concurrence, il se défend bien. Pour moi, il se met un peu face au Honor 20 Pro, puisqu'on a globalement quelque chose de similaire, avec un processeur qui reste quand même plus performant. On a aussi un x3 qui est présent, mais on a ce côté stockage qui est énorme, la bonne autonomie, les finitions qui sont à peu près dans équivalent, mais un peu différent forcément. Vous avez vraiment quelque chose qui est vraiment complet pour 500 € et qui, en plus de ça, un design qui se démarque de la concurrence. Là où tout le monde a une petite cartouche avec les appareils photo qui ressortent, ou même au centre, mais qui ressortent, Oppo a fait ce choix d'avoir un design vraiment très sobre et uni avec ses capteurs qui ne sortent pas de la vitre. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, on ne voit plus du tout, que ce soit dans l'entrée milieu ou haut de gamme. C'est quelque chose qui, on avait vu sur Honor, et avec ce côté glissant, etc., que, en plus de ça, Oppo a réfléchi avec cette petite bille en céramique, pardon. Faut que j'arrête de bouffer les mots, mais ce qui va permettre déjà de ne pas faire glisser le téléphone, mais en plus de ça, d'éviter de rayer cette partie-là. La seule chose, bien évidemment, c'est que ça peut casser aussi. Bien évidemment, c'est une vitre en verre et ça peut toucher les capteurs. Mais globalement, il a un design qui est réussi. On a même une coque qui est vraiment sympa. La recharge rapide. Bref, rien n'est négligé. Donc, ce qui fait qu'on a tout dans un bon smartphone. Il se place réellement face au Honor 20 Pro et au Mi 9T Pro. La seule différence, et limite ce qui manque à ce téléphone pour être entre guillemets parfait, c'est son Snapdragon 855. Clairement, on aurait mis la même chose, on avait un smartphone haut de gamme. Ici, le 730G reste largement performant. On l'a vu avec le Mi Note 10 qui met tout dans la photo et un processeur 730G pour la partie perf qui est largement suffisante. Vous n'avez pas forcément besoin d'un 855 même pour tenir 2 ans. Ici, le 855, c'est pour avoir les performances maximum, mais la gamme 700, et cette fois-ci, ça le montre réellement avec ce 730G qui a de l'engouement, c'est de ne pas avoir ce prix extrêmement élevé pour des bonnes performances, que ce soit pour le constructeur ou pour vous, tout en ayant quand même une partie sur le traitement photo et autres, qui soit quand même proche de sa gamme 800. Ce qui fait que c'est intéressant, et ici, on a le côté un peu concret. Donc ce qui fait que clairement, si vous cherchez un smartphone qui est élégant, sobre et qui change un petit peu de la concurrence et qui en plus de ça est complet avec son côté SD et jack, vous pouvez clairement vous tourner sur celui-là. Il va après, selon vos besoins, se mettre encore une fois en place face au Mi 9T Pro qui a l'avantage d'être un peu plus puissant. Par contre, le NFC est un peu plus limité et peut causer des problèmes, là où le Oppo en plus de ça est assez complet. Par exemple pour les Navigo, que j'utilise aujourd'hui sur mon smartphone
exclusivement. Donc ça, c'est une première chose, avec un côté un petit peu plus différent en termes de design, même si les deux sont proches, et surtout la surcouche qui est différente. On est quand même sur une surcouche chinoise. Le Honor 20 Pro, surtout avec Magic 3.0, va plus se rapprocher d'un Android pur. Donc après, ça va être vraiment selon vos besoins, mais la puissance va être un petit peu son handicap par rapport à la concurrence, mais ça reste très léger, ça ne devrait pas vous poser de problème. Clairement, au quotidien, on ne le ressent absolument pas, même dans les jeux, et ça, c'est quand même appréciable. J'espère que vous aurez apprécié ce test complet. Les prochains devraient avoir un meilleur micro. Ici, j'utilise Vigaz, donc c'est un peu particulier. Mais j'espère que, en tout cas, les dernières vidéos vous ont plu avec un vrai micro. J'espère qu'aussi, ce que vous avez vu en termes de décor change un petit peu. Et la façon de filmer aussi, je veux vraiment essayer d'avoir quelque chose d'un peu mieux. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Et voilà, tout simplement. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce test jusqu'au bout. Merci d'avance de vos commentaires par rapport à tout ça. Et donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, likez, commentez, partagez comme vous voulez. Et merci bien évidemment aux tipeurs comme d'habitude que j'affiche en fin de test complet qui sont toujours présents. Et si vous voulez me soutenir via don, vous pouvez. C'est un peu moins obligatoire aujourd'hui puisque je suis un peu plus libre financièrement. C'était un peu plus utile il y a quelques temps et je remercie énormément à ceux qui m'ont aidé à ça. Donc merci à vous et je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoïd.